40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Et parmi ces 40 entreprises, une d'entre elles est avec nous, avec l'un de ses fondateurs. J'évoque Loomaps et j'ai le plaisir de retrouver Élie Mélois. Bonjour Élie. Bonjour. Tu es cofondateur et CTO de Loomaps. Et à nos côtés, comme toujours, cette voix que vous reconnaissez entre toutes, celle d'Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas, salut Élie, ravi d'être avec vous et ravi de recevoir un CTO. C'est pas tellement fréquent. Parmi les cofondateurs, on a souvent les CEO et rarement les CTO, donc bravo de prendre la parole. Mais je connais pas une des boîtes du Next 40 qui a pas un bon CTO. Ils ont toujours un bon CTO, mais pas toujours, mais pas toujours au micro de 40 nuances de Next. Tu veux peut-être réagir là-dessus, Élie? Ouais, non, mais c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça donnera peut-être une perspective un petit peu différente. Voilà, ayant participé à l'aventure depuis le début, je pense que j'ai les éléments pour répondre à vos questions. Enfin, je vais essayer en tout cas. On espère. Olivier. N'oublions pas que, effectivement, 40 nuances de Next, c'est consacré aux startups du Next 40, donc forcément des startups technologiques. Donc c'est d'autant plus pertinent de recevoir de temps en temps un CTO. Alors, lancé en 2012, tu me corrigeras si je dis des bêtises, Élie, la startup est lyonnaise, donc Loomaps, qui a développé un intranet collaboratif destiné à faciliter la transmission d'informations et les échanges entre salariés. C'est ce que j'ai résumé comme ça. Alors, il y a ton associé, Sébastien Ricard, qui décrit Loomaps un peu plus précisément. Loomaps fournit un espace de travail digital dans lequel chaque employé d'une entreprise peut accéder depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur à l'information, aux outils, à la connaissance nécessaire pour travailler efficacement et être aligné avec la vision de l'entreprise et connecté avec ses collègues. Est-ce que tu es d'accord avec ton associé? Oui, non, je pense que c'est une bonne définition. On a parcouru beaucoup de chemin entre l'intranet que tu citais au départ et aujourd'hui ce qu'on va appeler les plateformes d'expérience. Plateforme des expériences infinies. Voilà, exactement. Alors, je te fais réagir sur quelques informations encore et comme ça, tu nous diras si notre pitch est bon et on te donnera la parole pour le contrebalancer ou le challenger. Alors, lancé en 2012, je l'ai dit, par toi-même, Élie Mélois. Donc, il y a Lionel Grivel, Olivier Chanoux et Sébastien Ricard qui sont les cofondateurs. Donc, comme on le disait, la startup est lyonnaise. On ne reçoit pas tellement de startups. On en a eu quelques-unes de Nantes. Il y a quelques startups qui sont en région, mais c'est vrai que vous avez intégré début février le Next 40. Vous avez aussi racheté NovaStream, je crois que c'était cette année, je pense. Exactement, au mois de juin, oui. Au mois de juin, donc voilà, c'est une capacité aussi à faire du build-up qui est une contribution à la croissance intéressante par la croissance externe. Donc une solution de gestion sécurisée de vidéo dont on pourra parler. Je crois que vous comptez 250 collaborateurs, tu pourras actualiser les chiffres, 7 centres de distribution, j'ai relevé ça en tout cas dans la presse, San Francisco, Austin, New York, Londres, Paris, Francfort et Tokyo. Dans les 24 prochains mois, j'ai compris que vous envisagez d'embaucher 250 personnes, donc de doubler les effectifs. Bon, pour placer un peu le descriptif, vous avez des grands comptes comme Airbus, Veolia, Air Liquide, donc vraiment ce qu'on appelle du logiciel vendu en B2B à des grandes entreprises. Vous êtes en partenariat depuis assez longtemps maintenant avec les géants comme Google ou Microsoft, ce qui avait fait aussi couler un peu d'encre parce que vous aviez pu collaborer avec ces grands GAFAM qui nous inspirent tous, évidemment. Vous aviez levé 7 millions de dollars, puis 24 millions en octobre 2018, et enfin 70 millions. C'est plus. Comment? Toujours plus. Et donc, avec Goldman Sachs, j'ai noté Large Venture, qui est le fonds de BPI France, Iris Capital, Famille C, donc je crois 100 ou 101 millions de dollars en tout depuis le début. Il était annoncé avant cette crise du Covid que vous rêviez d'IPO
en 2022, donc ça arrive vite. Alors peut-être qu'avec la crise, ça a été postponé, comme on dirait en anglais, enfin déplacé ou décalé. Mais est-ce que ce rêve existe toujours? En tout cas, voilà, c'était la petite présentation de Bonalois. Merci pour la présentation. Donc ouais, tout est vrai. On a créé la boîte fin 2012. On a vraiment la vraie naissance, c'est le lancement du produit début 2015. Donc c'est là où tout a commencé, vraiment, on va dire. Et ça a été depuis On va revenir sur toute l'aventure. Ouais, ça marche. Mais tu disais, avant, on se présentait comme un intranet. C'est plus tout à fait le cas. On va revenir sur les débuts. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. Un intranet. Ça fait vieillot, ça. C'est tout à fait ça. Ça fait années 90. Et pour autant, c'est sur ce marché qu'on s'est lancé. C'est là où il y avait, j'imagine, l'appétence aussi des grands groupes à l'époque. Exactement. Et c'est vrai que c'est en travaillant beaucoup dans l'écosystème Google et avec les clients Google qu'on s'est rendu compte que la suite collaborative, c'est bien pour travailler seul ou en équipe, mais il manquait un échelon entre les personnes, les équipes et l'entreprise. Et ça, c'était couvert par aucune solution. Donc dans l'ancien monde, ça s'appelait l'intranet. C'était une page statique sur laquelle tout le monde se connectait pour avoir de l'information qui était jamais mise à jour, la même pour tout le monde. Et du coup, pas souvent regardé. Pas souvent regardé, très peu adopté, et qui au final était un espace intéressant pour l'entreprise, mais qui était peu exploité et peu aimé par les employés. Et c'est amusant parce que quand on discutait avec des prospects, on avait toujours les mêmes problématiques. C'est moche, c'est vieux, c'est lent, l'information n'est pas à jour, on n'arrive pas à trouver nos documents, on est perdu. Et donc voilà, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire pour aider à la fois nos clients et les employés de nos clients à travailler plus efficacement et à mieux comprendre leur entreprise. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'outils de collaboration qui se sont développés entre-temps. Enfin, depuis, ils ont feu les intranets, des outils comme Slack, etc., qui permettent à des salariés d'échanger entre eux, de créer des sous-groupes, des petits groupes, des thématiques, des départements, des équipes qui se partagent des documents, des informations, des tableurs, des roadmaps, des plannings, etc. Et du coup, comment est-ce que vous inscrivez là-dedans et comment est-ce que tu musclerais le pitch aujourd'hui dans ce nouvel univers hyper concurrentiel? Ouais, c'est très complémentaire. On ne se voit pas du tout comme des concurrents de solutions comme Slack ou Teams. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes échelles d'échange. C'est-à-dire que Teams, Slack, c'est très bien pour échanger entre individus à l'échelle d'une équipe. Mais quand il est question d'aligner 100 000 personnes sur une culture, sur une trajectoire, je pense qu'on a tous utilisé ces outils. On est d'accord pour se dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans ce genre de plateforme. On peut le faire si on est une entreprise de 25-50 personnes. Mais dès qu'il va être question d'organiser l'information, de personnaliser l'information, de distribuer l'information sur différents canaux, c'est souvent des outils dans lesquels il manque une gouvernance qui est propre, une culture qui est propre aux entreprises. Typiquement, Loomaps, le client type de Loomaps, c'est le grand groupe ou la start-up, le start-upper là, qui nous écoute, ils sont 5-10 dans sa boîte. Alors, la plateforme fonctionne sur tout type d'entreprise, puisque nous, on est 270 aujourd'hui et on l'utilise intensément. En revanche, notre ADN, c'est vraiment de travailler plutôt avec des grandes, voire très grandes entreprises. Parce que multilangue. En fait, c'est les cas les plus compliqués et c'est dans cet écosystème qu'on a commencé et c'est là qu'on excelle aujourd'hui. Puisque ce sont les problématiques organisationnelles et techniques les plus complexes. Donc on s'amuse beaucoup dans cet écosystème. C'est ce qui amuse le CTO en toi, j'imagine aussi, résoudre les problèmes les plus complexes. Tout à fait. Non, mais aligner 50, enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des changements stratégiques, mais aligner 10 personnes derrière un changement stratégique, on les prend dans une salle, il faut leur expliquer, ça se fait, mais quand il faut faire ça à l'échelle de 100 000, 200 000 personnes, avec des gens partout dans le monde, qui ont des métiers très différents, dont parfois la seule manière avec laquelle on peut communiquer avec eux, c'est un papier sur un mur, c'est compliqué. Ça m'est arrivé d'entendre dans des grands groupes, c'est quoi nos nouvelles valeurs? Ouais, tout à fait. C'est un sujet quand même. La culture est au centre
de nos croyances. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte de développer le sentiment d'appartenance des employés à leur entreprise, afin qu'ils donnent du sens à leur travail. Mais pour communiquer vers ses collaborateurs et créer une culture d'entreprise, avant Louis Maps, disons, tu disais, soit tu as une petite affichette dans le réfectoire ou dans la salle à côté du baby-foot, enfin bon, des informations un petit peu, comme on dit, top-down, enfin, qui vont être de l'information partagée. Alors, ça peut être envoyé par email, ça peut être, peut-être dans certains cas, faire l'objet d'une réunion avec des vidéos, s'il y a plusieurs sites dans le monde entier, où il y aura peut-être le PDG qui prend la parole et qui explique, etc. Mais donc ça, c'est toujours ce qu'on appelle un peu du top-down. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'apporte l'UMAPS en plus? Parce que malgré tout, s'il y a des dizaines de milliers de salariés, on ne peut pas tous leur permettre de dialoguer en permanence avec le PDG. Donc, comment ça se passe? C'est une super question. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a bien compris aussi. Alors déjà, faire du top-down numérique sur des grands volumes d'employés, c'est pas facile. L'affichette à côté du baby-foot, c'est bien, mais elle n'est pas du tout personnalisée. On ne peut pas savoir ce que les gens en pensent. On ne peut pas la mettre à jour. Donc, il y a déjà des défis technologiques juste sur la communication descendante. Et je pense que ce qu'on a bien compris, c'était que pour être pertinent, il fallait mixer dans un seul endroit de l'information à la fois descendante et des espaces plus communautaires dans lesquels les gens vont pouvoir travailler ensemble, vont pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, sur des sujets de société. Et donc c'est cet assemblage des deux au sein d'une même plateforme qui rend la plateforme très pertinente, où on prend le contre-pied des réseaux sociaux d'entreprise qui sont pour le coup comme un silo d'information dans l'entreprise. On le disait tout à l'heure, vous présentiez à l'époque, au moment du lancement, en tant qu'intranet. Aujourd'hui, c'est une plateforme où tout est possible. Alors, toutes les expériences sont possibles. C'est un pivot dans le discours ou c'est aussi un pivot technique dans l'organisation, dans le déploiement et dans la commercialisation? C'est les deux. Le produit a beaucoup évolué. La plateforme initiale était vraiment un intranet social, voilà. Et puis on a ajouté des fonctionnalités, la couche plus communautaire, des intégrations avec tout l'écosystème informatique des entreprises, de la gestion de connaissances, de l'analytics, des recommandations, voilà, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui on est capable d'essayer de comprendre les employés et de leur proposer des parcours, des moments de vie au sein de l'entreprise. Donc on est très très loin de l'intranet du départ. Est-ce que, alors du coup, on hésite parfois avec Thomas à reparler toujours du confinement parce que c'est pas forcément le sujet qu'on préfère aborder, sur un petit peu morose. Mais j'imagine quand même que dans votre cas, la crise avec le télétravail, la mise à distance des personnes ou les arrêts, etc., font que les outils de communication pour continuer à maintenir la culture d'entreprise doivent être assez utiles, importants, voire nécessaires. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui s'est passé dans l'utilisation même de tout à fait. vos logiciels? L'adoption de la plateforme a fortement progressé début 2020. On a des clients dont c'était la seule plateforme qui était disponible pour les gens, puisque tout le reste était derrière un VPN et donc on ne pouvait pas l'utiliser, on va dire. Donc il y a des entreprises qui sont clients chez nous qui ont fait toute leur communication vraiment à travers la plateforme. On a des entreprises qui étaient en train de faire des pilotes sur une petite partie de l'entreprise qui ont en un mois accéléré le déploiement puisqu'ils avaient besoin de communiquer avec tout le monde. Et depuis, on a accompagné le retour au bureau, on accompagne le travail hybride où on a une partie des gens qui sont à distance, une partie des gens qui sont au bureau. Donc, c'est sûr que on est un acteur de la transformation numérique des entreprises et du coup, on accompagne ces sujets au quotidien. Juste techniquement, si on imagine un peu le futur du travail vu par l'UMAPS, donc tous les salariés ont un accès dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé un contrat avec un nouveau client, ça se répand. Ils ont rien à télécharger sur l'ordinateur, tout est en SaaS, donc software as a service pour le redire à tous nos débutants. On aime bien faire le dictionnaire du digital. Et du coup, après, ils s'identifient et c'est sécurisé. Ils ont tout de suite accès à ça sur leur ordinateur, perso ou n'importe quel ordinateur finalement. Exactement, sur un ordinateur, ou téléphone sur mobile, leur téléphone, puisqu'on a des applications Android et iOS. Ils s'identifient avec leur identité d'entreprise et derrière, tout est sécurisé et tout est personnalisé. Puisque quand la personne se connecte, on sait qui elle est, on sait quelle est sa business unit, quelle est son équipe, quelles sont ses compétences, quels sont ses projets. Et
Et si tout le monde se connecte sur la plateforme, sur une plateforme, chaque employé a une expérience qui est différente. Il y a de nombreuses features qui sont accessibles sur Loomaps, en com interne, en engagement des employés, en collaboration, en gestion de la connaissance, ou encore en transformation numérique. Ça, c'est, je crois, plus global. Moi, je suis toujours curieux de savoir... Alors déjà, ce qui marche le plus, mais ça tu pourrais évidemment en dire un mot, mais ce qui m'intéresse, c'est si vous avez développé des choses en étant persuadé que ça allait cartonner, que ça allait être massivement utilisé, entendu, plébiscité par les utilisateurs, et puis finalement ça fait flop. Je trouve que c'est des sujets qui peuvent être riches de partage aussi pour les entrepreneurs qui nous suivent. Donc je suis assez preneur d'un truc qui a vraiment cartonné, des fois même parfois contre toute attente, et à l'inverse, des choses où vous attendiez que ça marche et finalement non. Ce qui a vraiment cartonné, c'est la gestion de contenu. Ça, c'est un de nos partis pris technologiques dès le départ. On a complètement créé ce qu'on appelle le CMS, donc le Content Management System, ce qui permet de créer le contenu, de l'administrer, de le partager. Alors, on n'est pas parti sur des solutions open source. On n'est pas parti... Pourquoi ? Parce qu'on sentait que c'était cœur dans l'expérience et on voulait maîtriser complètement la stack technique, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Certains sont partis sur des solutions open source, sont partis sur la solution de Microsoft qui s'appelle SharePoint. Et voilà, nous, on a vraiment la pleine maîtrise de notre plateforme et on ne souffre pas des problématiques que peuvent rencontrer certains de nos concurrents. Donc ça a été clé pour l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qui a moins fonctionné si tu veux bien le partager, évidemment? C'est une bonne question. Sinon, il faudra la réaborder au moment de la claque. Je pense qu'un marché qu'on essaie toujours de craquer un petit peu, c'est d'utiliser. On a cette croyance qu'on peut utiliser les employés que les employés de nos clients peuvent être aussi des ambassadeurs de l'entreprise à l'extérieur. Et autant la communication en interne elle est très fluide, autant de prendre de l'information interne qu'on va repartager sur ses réseaux personnels. Aujourd'hui, on n'a pas encore totalement la pleine puissance de cette fonction. Donc c'est une fonction que vous mettez à disposition mais qui est peu utilisée. Qu'on aimerait avoir plus utilisé, oui, tout à fait. Faut agrandir le bouton. Non, mais il y aura plein de questions sur l'expérience utilisateur, mais on a aussi des invités qui vont te poser des questions, donc pour pas qu'on soit seulement entre nous trois. Vous avez un message. Bonjour, vous travaillez en partenariat avec Microsoft depuis 2 ans. Comment s'est initiée cette collaboration et que vous apporte-t-elle dans votre développement ? Et pourquoi vous n'utilisez pas SharePoint ? Alors je crois que c'était une question de Madines, Ouais, on a oublié de le préciser, mais Madines qui est un de nos partenaires médias. Donc, comment ça se matérialise ? Il y a plusieurs aspects. D'un point de vue produit, on a eu la chance de rentrer dans un programme qui s'appelle PAX, qui nous permet d'être connectés directement avec les équipes R&D chez eux aux États-Unis et donc de travailler sur des sujets un petit peu en avance de phase. Des choses qu'on a annoncées au grand public en même temps que le lancement de Microsoft, comme l'inclusion du search par exemple. Et d'un point de vue business, forcément, ça nous permet de travailler conjointement sur des opportunités, parce qu'on a beaucoup de clients communs. Je suis pas tech, c'est quoi l'inclusion du search ? C'est le fait de pouvoir utiliser... Microsoft a une technologie qui s'appelle Microsoft Search, qui est un moteur de recherche d'entreprise. Et donc, on a travaillé sur le fait de pouvoir utiliser ce moteur de recherche au sein de notre plateforme. Et d'une manière générale, en fait, je me demandais finalement qui sont vos clients, on l'a dit, des grands comptes, mais au sein de ces grands comptes, qui sont ceux qui achètent la solution ? Est-ce que c'est les DRH ? Est-ce que c'est les DSI ? Enfin, donc les directeurs informatiques, les directeurs des ressources humaines ou autres ? Parce que finalement, on voit beaucoup de numérisation des services RH qui permettent aussi la communication autour de la carrière de l'employé. Il y a plein de solutions maintenant. Il y a eu la digitalisation des feuilles de paye, les notes de frais, plein de solutions comme ça qui permettent de gérer sa carrière aussi ou de l'information, etc. Est-ce que ça, c'est un point d'entrée ou c'est pas du tout le cas ? Si, donc les points d'entrée typiques, c'est les équipes de communication, les équipes ressources humaines, les équipes informatiques aussi, et notamment les rôles de Digital Transformation Officer, voilà, des gens qui à l'IT sont là pour être au service du métier et apporter des solutions innovantes au quotidien. Ça va être les gens qu'on va rencontrer le plus. Je reviens sur ces collaborations grands groupes, scale-up.
J'imagine bien l'apport pour une boîte comme la vôtre de bosser sur des sujets, comme tu le disais, en avance de phase. Qu'est-ce que vient chercher un Microsoft chez vous? C'est plus d'usage, les nouveaux usages Ouais, c'est de développer l'utilisation toujours de leurs outils. Parfois, si les clients viennent nous chercher aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas couvertes nativement par leurs outils. Donc, c'est une situation qui est gagnant-gagnant. On a intérêt à travailler ensemble et à servir au mieux nos clients communs. Et donc, vos équipes R&D participent aussi à l'amélioration des produits, par exemple Microsoft. Exactement. Okay, donc, quand on a travaillé sur le moteur de recherche, par exemple, on a fait des retours à leurs équipes techniques sur on aurait plutôt fait ça comme ça ou comme ça. Question juste, excuse-moi Olivier, on a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent, disent génial, alors du coup, si j'ai bien compris, Lou Maps bosse avec Google depuis ses débuts, bosse avec Microsoft très rapidement ensuite. Comment on va aller chercher? Il faut participer à des concours, c'est eux qui viennent c'est un coup de bol. Vous t'as fait contact@gmail.com et c'est tombé sur... Nous, on est souvent sollicités, parce que tu sais, je suis aussi vice-président de France Digital, et on est souvent sollicités par les startups qui nous disent comment est-ce qu'on fait pour accéder aux GAFAM, comment est-ce qu'on fait pour collaborer, parce qu'évidemment, c'est des ouvertures sur le marché des grands comptes après. Il faut passer du temps, il faut aller voir, c'est des histoires de personnes, donc il faut aller voir les gens, passer du temps avec eux, il faut avoir des clients en commun, souvent c'est un point d'entrée qui est intéressant. Quand on vient avec une histoire à raconter sur un client commun, tout de suite on a l'attention des gens. Google, on a passé, moi j'ai eu la chance de partir 3 mois début 2016 aux États-Unis pour lancer l'aventure américaine, et on a passé beaucoup de temps chez eux à Mountain View, à aligner nos roadmaps, à leur expliquer pourquoi on n'était pas en train de marcher sur leur plate-bande. Et voilà, faut passer du temps. Super transition, Ellie. Vous avez un message. L'UMAP s'est beaucoup développé aux États-Unis. Pourquoi avoir fait le choix de ce marché? Penses-tu aujourd'hui qu'il est plus facile de s'attaquer aux US ou à l'Europe? Tu connais Maya Noël? Maya Noël, c'est la nouvelle déléguée générale de France Digital, donc une nouvelle voix qui nous accompagne dans 40 News The Next. Ok, enchanté. Et du coup, la raison initiale, c'est qu'on voulait... notre pari initial, c'était de conquérir le monde depuis Tassin-la-Demi-Lune. Donc les États-Unis, pour nous, c'était une évidence. Tassin-la-Demi-Lune, du coup, qui est en banlieue de Lyon. Voilà, c'est une petite ville à côté de Lyon. Donc les États-Unis, pour nous, c'était une évidence. Après, est-ce que c'était facile? Non. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'on a fait les erreurs qu'on nous a dit qu'on allait faire? Oui. Donc ça prend du temps. Pourquoi les États-Unis? Parce que le marché est 10 fois plus gros qu'en France. Enfin, c'est énorme. Est-ce que c'est plus facile que l'Europe? En fait, je t'interromps parce que très souvent, on nous dit pourquoi on pose cette question, et c'est fréquent. Et nous, on est admiratifs des entreprises, des entrepreneurs français qui se lancent sur le marché américain. Et il y en a de plus en plus. Mais on dit aussi que c'est finalement plus compliqué parce que beaucoup plus concurrentiel, d'une part. C'est une culture différente, mais il y a aussi parfois des gens qui sont en avance. Et puis, il y a aussi ce côté... c'est un petit peu... c'est Carlos Diaz qui disait ça, qui habite à San Francisco, et qui disait on croit souvent qu'aller aux États-Unis, c'est plus facile parce que, en gros, c'est déjà la culture, la terre de l'entrepreneuriat, etc. La réalité, c'est que c'est un peu comme d'aller dans la NBA. J'aime bien cette image. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues à un certain niveau le match de basket en France. Et puis quand tu vas à la NBA, c'est plus vaste, il y a plus d'argent, mais c'est aussi beaucoup plus difficile parce que c'est les meilleurs du monde. C'est sûr. Donc nous, on a eu cette chance que le parterre de concurrents là-bas soit pas très développé. Donc c'était plus facile pour nous. C'est-à-dire sur le marché, sur la techno, les deux? Non, il n'y avait pas vraiment de concurrents plus avancés que nous. Rappelle-nous l'année. 2016. Okay. Début 2016. Et du coup... c'est sûr que c'est difficile au début, surtout qu'on était des Français qui vendaient à des Américains, ça c'était compliqué. Donc on a compris qu'il fallait aussi avoir des Américains qui vendent aux Américains. Ça c'était la deuxième étape, et après c'est avoir de très bons Américains qui vendent aux Américains. Donc vous avez d'abord recruté des Américains après avoir pensé que c'était pas évident par vous-même, et c'était pas les bons, c'est ça? Et puis ensuite vous avez dû changer. C'est comme ton équipe de NBA, tu vois. Il faut les bons joueurs pour. Mais ça va aussi avec l'évolution de la plateforme, de la maturité du marché. Voilà, je pense qu'il y a le bon endroit au bon moment. Est-ce que tu nous confirmes que malgré tout, c'est ce qu'on nous a souvent dit à ce micro de 40 News Next, qu'il faut avoir un des fondateurs aussi qui se déplace
Parce que c'est pas toujours évident d'avoir un porte-parole qui est habillé en costume cravate et qui parle bien américain, mais qui finalement n'incarne pas forcément la culture de l'entreprise, voire se fait payer très cher et finit par être décevant. C'est sûr. Nous, on a fait beaucoup. Personne n'est allé s'installer. Il y a Josué, un des fondateurs, qui est parti un petit peu plus tard. Mais à la base, on a des Français qui sont allés s'installer là-bas. Mais on a passé beaucoup de temps. On a pris beaucoup d'avions. On est allé là-bas pour expliquer la culture, pour parler aux premiers clients. Et donc, on a fait pas mal de déplacements. Ouais. Donc, c'est important d'être sur place. Et sur les 2 dernières années, on n'a pas pu beaucoup se déplacer. J'ai eu la chance de retourner à Austin il y a 3 semaines. Là, et c'est vrai que ça nous manquait. On a une autre question, toujours régionale, mais à plus petite échelle. Tu voyais grand, tu voulais conquérir le monde, mais tout a commencé. Tu l'as dit. Rappelle-moi le nom de cette ville. Tassin, le demi-lune. Tassin, C'est hyper on connu, l'oubliera Tassin, plus jamais, Tassin, le demi-lune, tout à fait. Et c'est une autre question de Maya. Vous avez un message. Bonjour Élie. On observe que de plus en plus de startups font le choix de s'implanter en région. Chez Lumaps, vous avez fait le choix depuis le départ de rester en banlieue lyonnaise. Est-ce que cela a été un atout pour votre croissance? Et si oui, pourquoi? Alors oui, je pense. Il faudra pas trop le répéter, mais on avait... Pourtant, elles sont moins financées. J'ai vu passer, je sais pas si c'était France Digital d'ailleurs qui a sorti cette étude, mais moins de startups financées en région. Je pense, Il y a d'autres avantages. On était une des premières dans l'écosystème lyonnais à se développer aussi vite. Donc au niveau concurrentiel sur les talents, je pense qu'on a eu cette chance de pouvoir se développer rapidement là-bas. Il y a beaucoup de... Enfin, je parle pour ma partie, mais il y a beaucoup de bonnes écoles d'ingénieurs aussi sur Lyon, donc on n'a pas eu de souci à recruter des talents. Voilà, on a été beaucoup aidé aussi par les instances locales, que ce soit la CCI, que ce soit BPI. Donc forcément, quand on est un parmi beaucoup, on est moins visible que quand on est un parmi un. Donc c'est quoi? Plus de conférences, plus de médias? Ouais, et puis des aides, des talents qu'on peut recruter peut-être avec un peu moins de concurrence. C'est ce qu'on dit en général, c'est qu'effectivement, les talents peuvent peut-être coûter un petit peu moins cher, ce qui n'est pas toujours le cas peut-être maintenant avec les effets télétravail. On imagine que vous pouvez être directement concurrencé par des grosses boîtes tech qui sont à Paris, mais aussi à Berlin, à Londres ou à New York. Et recruter et payer peut-être plus cher parfois des collaborateurs qui sont dans la région lyonnaise, mais qui travaillent, pourquoi pas avec San Francisco ou Londres. C'est le cas, mais de pouvoir venir voir ses collègues quand on le souhaite au bureau, ça a aussi beaucoup de valeur. Donc voilà, pour l'instant, on est accroché à notre passion lyonnaise. Et je te confirme le plaisir de nous retrouver autour de ce studio. C'est quand même pas pareil qu'à distance. Le magnifique studio de tout neuf de Feuille Blanche. Ouais. Eh bien, Élie, si tu veux bien, je te propose de passer à notre nouvelle rubrique. Française, français. Alors, on avait déjà notre cher président Emmanuel Macron qui nous avait fait le plaisir de faire notre jingle confiné. On en avait un peu marre avec Olivier de parler confinement, il l'a dit tout à l'heure. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a cette élection présidentielle. En tant qu'entrepreneur, forcément, on a un rôle sociétal aussi, avec un impact déjà très petite échelle et potentiellement à plus vaste échelle. Si demain on te confie les clés de l'Élysée, de Matignon ou d'un ministère de ton choix, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais mettre sur la table et défendre? C'est une bonne question. Il y a sûrement un sujet, mais je suis très incompétent, donc je ne vais pas me prononcer dessus, mais je pense qu'il n'est pas assez au cœur de l'actualité aujourd'hui. C'est l'écologie et le changement climatique. Voilà, donc je vais... pas détaillé parce que je vais sûrement pas dire des choses intéressantes, mais je pense qu'il est sous-représenté et qu'on se rend pas compte. Il faut qu'on y aille plus vite, quoi. Mais est-ce que ce sujet te semble pas assez porté par les politiques? Non. Et est-ce que toi tu ressens dans ce cas-là, tout le monde semble un peu d'accord pour dire que le politique est un peu en retard là-dessus. Et après il y a des opportunités parce que à force d'être porté par les électeurs, ça finit par arriver quand même dans les campagnes. Mais est-ce que tu vois, toi, ton rôle aussi, du coup, en tant qu'entrepreneur et vous, en tant qu'entreprise, autour de cette question du bilan carbone? Et d'ailleurs, je me demande si on n'a pas une question d'un des invités qui aborde cette question. C'est amusant parce que c'est un sujet qu'on ne voyait pas du tout d'un point de vue
business, on va dire, et qu'on commence de plus en plus à voir quand on a des prospects maintenant, souvent il y a une partie un peu sur le développement durable de l'entreprise. Donc c'est des sujets qui arrivent, mais c'est vrai que voilà, c'est des problématiques à notre échelle. On n'est pas beaucoup, donc on essaye de faire ce qu'on peut, mais on n'a pas l'impact d'une grande entreprise, c'est sûr. On écoute peut-être cette fameuse Ouais, question. on peut l'écouter. Et moi, j'aurais plein de questions là-dessus parce que c'est un de mes sujets avec 2050. Donc maintenant, ça me travaille. C'est un vaste sujet, et avant 2050 d'ailleurs. Bien avant. C'est maintenant. Vous avez un message. Alors cette question, elle est de Jean-Marie Madiot, un ami à toi. Salut Ellie, j'espère que l'interview se passe bien, mais j'en doute pas trop. Tu confirmes? Bon, à force d'en parler, tu sais que le changement climatique, ça me préoccupe beaucoup et que les choses ne bougent quasiment pas. J'ai pas mal réfléchi et je pense que ce qui bloque, c'est que les gens ne se sentent pas concernés. Donc on a besoin de sensibiliser le plus de monde possible aux problèmes à résoudre, à l'urgence, mais aussi aux fausses solutions qui nous détournent de ce qui marche vraiment. Donc ma question, est-ce que tu penses que les gens qui sont connus dans la tech, notamment dans le Next 40, ont une voie privilégiée pour cette sensibilisation, ou alors au contraire qu'ils sont tous un peu pris au piège et qu'ils doivent tous jouer uniquement leur rôle? Donc c'est pas une question facile, donc j'en ai une deuxième plus technique. Est-ce que tu penses que l'UMAPS, c'est une plateforme adaptée au milieu associatif? Enfin, je parle pas des petites assos qui fonctionnent bien, mais plus les grosses assos qui peuvent manquer de moyens de communication, d'onboarding et de partage de connaissances. Merci, bisous. C'est une bonne question de Jean-Marie, mais ça me surprend pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je me sens pas légitime pour parler en profondeur sur ce sujet parce que c'est pas un domaine que je maîtrise. Je sens juste qu'il est important. Après, je pense que nous on a la chance d'être un peu un porte-voix des entreprises auprès de leurs employés. Donc j'espère que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on jouera un rôle majeur dans la diffusion de ces informations et de ces nécessités de changement des entreprises vers leurs employés. Ne serait-ce que de prendre ce temps d'antenne pour parler de ce sujet et de manière très humble en disant que tu ne le maîtrises pas entièrement, mais que ça reste un sujet, c'est déjà un pas. Il y a pas mal d'entrepreneurs, Olivier, et aussi au Next 40 qui se positionnent de plus en plus sur ces sujets, soit à travers leur boîte, soit simplement à travers des sujets plus perso. Globalement, on voit que tous les entrepreneurs de nouvelle génération, et même maintenant d'ancienne génération, sont concernés par les engagements qui peut y avoir en termes de responsabilité de l'entreprise. Donc, c'est des sujets qui sont hyper intéressants, mais moi, je trouve qu'il y a deux façons de l'aborder. Il y a un premier qui est qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de l'entreprise? Il y a des questions, par exemple, autour de ce qu'on appelle le Green IT. Comment est-ce qu'on fait au niveau du code informatique ou en termes des infrastructures, etc. Il y a aussi les comportements individuels. Tu disais, on fait beaucoup de voyages à San Francisco. Est-ce que ça pose des questions sur le bilan carbone individuel de chacun à travers le kérosène? Et puis après, il y a aussi les outils eux-mêmes que vous développez qui peuvent être quand même, je pense, mis en regard de la réduction des déplacements. Parce que plus tu as des outils de communication numérique, moins tu te déplaces. Nous, on avait vendu PriceSmith à Rakuten et à un moment donné, on a fait de plus en plus de visioconférences et j'ai fait de moins en moins de voyages à Tokyo ou à San Francisco. Ah, tout à fait. Du coup, tu peux plus négocier les deals dans le karaoké à Tokyo. Un peu moins, mais d'un autre côté, on peut faire du karaoké à distance, comme on peut faire parfois du podcast à distance. Mais non, la réalité, c'est aussi qu'on se pose la question de l'ensemble. C'est un peu systémique quand on parle de bilan carbone. C'est-à-dire que la consommation énergétique, parfois du numérique et des outils numériques, notamment de la vidéo, etc., est mise en cause aussi, puisqu'on dit que ça fait à peu près 4% des consommations énergétiques mondiales. Donc, c'est autant finalement que le transport aérien. Ah, c'est sûr. Donc là-dessus, j'ai pas de chiffres pour étayer ce que je veux dire, mais j'ose penser qu'en centralisant un petit peu comme ça l'accès à l'information, on va diminuer tout un tas de requêtes, de dépenses, comme on avait des gens dans le retail, dans des magasins qui imprimaient tout un tas d'informations qui étaient distribuées aux vendeurs. Donc maintenant, c'est plus le cas, ils y accèdent depuis leur tablette. Donc je pense qu'il y a quand même une réduction d'un certain nombre de paramètres qui sont faits à travers cette plateforme. Après, c'est sûr. C'est intéressant de le mesurer d'ailleurs. C'est un bon point. On en reparle très, très prochainement, mais effectivement, ça doit quand même être assez conséquent. Je te propose de passer à l'avenir.
Donc, petite citation de Martin Luther King. La question qu'il y a sur l'avenir et qu'on aime bien poser aux startups, c'est que par définition, le Next 40, et c'est dans le nom Next, c'est les 40 nuances de Next, c'est les futurs possibles. Donc, du coup, forcément, quand on a un rêve de start-upper, on aura une partie ensuite qui te concerne plus personnellement. Mais là, en tant qu'entreprise, en tant que start-up, je trouve que vous êtes sur ce que j'appelais tout à l'heure le futur du travail, le future of work. Donc, est-ce que vous projetez, est-ce que vous avez une vision qui est qu'est-ce que sera l'UMAPS plus tard et pourquoi? Le pourquoi, le why. Le pourquoi, c'est vraiment notre mission, c'est de se dire, je pense que les gens sont plus heureux, plus impliqués quand ils comprennent ce qu'ils font, et j'ose espérer qu'on participe à cette explication, de ne pas travailler dans une boîte noire, de comprendre son écosystème, d'être plus informé, plus éveillé, on va dire. Et voilà, je pense que ça donne beaucoup d'autonomie, d'envie et de bonheur finalement aux gens, quand on est capable de comprendre pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait au quotidien, tout à fait. Donc oui, je pense que c'est un peu ça notre raison d'être, notre mission, et je pense que de notre côté on veut continuer à développer nos idées, on veut exister sur la durée. Donc ça passe sûrement encore par de la croissance, puisque notre marché est en plein boom. Mais on reste des gens pragmatiques, et il ne faut pas le faire à n'importe quel prix, quoi. On a 2 questions de nos partenaires sur l'avenir et la vision de l'UMAPS à échéance plus ou moins long terme. Je te propose d'écouter cette première question de Christophe Négrier, qui est Country Leader Oracle France et qui est partenaire de 40 nuances de Next. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Elie. L'UMAPS connaît une hyper-croissance et est déjà identifiée comme une future licorne française. Alors, quels sont aujourd'hui vos plus grands défis? Et à quand le statut de licorne? Alors, le statut de licorne, je pense que c'est une étape. Ça arrivera quand ça devra arriver. Sur nos plus grands défis, je pense que c'est de vraiment bien réussir notre internationalisation, même si aujourd'hui on fait plus de la moitié de notre chiffre aux États-Unis. On a encore beaucoup à prouver là-bas, que ce soit aux États-Unis, au Japon, où c'est encore les balbutiements, en Allemagne, en Angleterre. C'est de réussir à faire sortir de terre cet acteur et ce marché qu'on est convaincu de créer depuis quelques années. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup bougé ces dernières années, et je pense qu'on commence à voir la lumière. Tu parles d'international. Est-ce qu'on collabore de la même manière au Japon, aux États-Unis, en France ou en Angleterre? C'est une question qui est peut-être con, parce que j'imagine que... Moi, j'ai lu quelque part qu'un tel associé disait que le Japon, c'était plus compliqué et plus lent. Est-ce que tu vois des différences aussi directement dans les chiffres? Dans les chiffres, oui et non, puisqu'on a la chance quand même de faire... du chiffre au Japon, ce qui est pas toujours donné pour une entreprise de notre taille. Après, sur la façon de travailler, oui, très clairement. Typiquement dans les usages des outils de la plateforme. Ouais, alors sur les usages, c'est une chose, mais sur la façon de faire les projets, sur la façon d'acheter le logiciel, sur la façon de travailler avec des partenaires, le Japon est très différent de l'Angleterre, de l'Allemagne qui a des problématiques plutôt sur la confidentialité et la sécurité, des États-Unis où il y a une culture du logiciel et du SaaS qui est plus développée. On est prêt à payer plus cher pour du software, mais il faut que ça fonctionne. Là où en France, on est un peu plus naissant sur le sujet. On est prêt à payer moins cher, même si ça fonctionne pas. Il faut faire de l'évangélisation sur ce qu'est le SaaS, pourquoi c'est mieux d'avoir ces données dans le SaaS encore. Ouais. Ok. C'est moins le cas aux États-Unis. On reste sur les projets d'avenir avec cette question de notre autre partenaire, avec Laurent Garret, le président de Neuflis OBC France. Vous avez un message. Bonsoir Elie. Vous côtoyez les GAFA, comme Google qui vous a intronisé en 2017. Vous connaissez un important développement à l'échelle internationale. Vous avez déjà 3 levées de fonds à votre actif. Bravo.
Et alors que la route semble toute tracée pour que Loomaps rejoigne prochainement le cercle des licornes, j'ai une question pour vous. Quelle est votre ambition pour demain ? Devenir la plateforme de communication interne incontournable dans les entreprises et ranger définitivement l'intranet au placard ? Merci. Alors, je pense que c'est une étape, mais on vise encore plus loin que la communication. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de l'expérience employée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre les employés et les accompagner dans leur parcours du quotidien, que ce soit leur arrivée dans l'entreprise, des formations, des mobilités internes, des passages au management. Voilà, il y a plein de moments de la vie de l'employé où on peut l'accompagner et je pense que c'est ça qui va vraiment apporter de la valeur dans le futur à nos employés. Écoute, merci Elie. Je pense qu'on a fait un très bon tour grâce à toi de la partie business de Loomaps. Et on va avoir maintenant le deuxième volet de ton podcast qui est la partie plus humaine et personnelle. 40 nuances de Next. The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.